Un simple paragraphe du New York Times a suffi. 3 versions d'une même promesse, 3 façons de aider le Nigeria. Sur le terrain, la protection invoquée devient un écho vide entre Lagos et Kano, où la peur se mêle à l'habitude. Alors, quand Ibrahim Traoré rappelle que la dignité précède la stabilité, qui décide vraiment du prix de la sécurité? Parce qu'ici, chaque drone lancé au nom de la paix semble frapper d'abord la souveraineté avant de viser les menaces. Le document fuité promettait la stabilité, mais chaque ligne respirait l'ambiguïté. 3 plans d'intervention, 3 promesses de protection, 3 manières d'exposer le Nigeria à un futur qu'il ne contrôle pas. À Washington, les stratèges évoquent des corridors de sécurité, tandis qu'à Abuja, le mot coopération devient synonyme de dépendance. L'enjeu dépasse les frontières. Si le Nigeria cède, tout le Sahel suivra. Ibrahim Traoré l'avait prévenu lors d'un discours oublié. Une Afrique qui délègue sa défense perd sa voix avant son territoire. La question n'est donc plus de savoir si l'Amérique interviendra, mais ce que cette intervention redéfinira. La souveraineté comme symbole ou la dignité comme résistance. Entre promesses de paix et peur d'un nouveau protectorat, le choix semble mince. Mais son écho résonne jusqu'au marché de Lagos, où chaque hausse du carburant raconte la guerre avant même qu'elle ne commence. Le mini-reveal éclata au moment précis où les chiffres s'accumulèrent. 3 scénarios militaires, 10 jours pour déployer un groupe aéronaval et une seule voix officielle pour tout justifier. Les analystes du Pentagone parlaient d'engagement rapide de précision. Mais au nord du Nigeria, cette précision se mesurait en secondes avant les explosions. Selon les rapports locaux, plus de 20 civils avaient déjà péri lors d'une embuscade à Muguri, un incident aussitôt recyclé comme argument pour accélérer la décision américaine. C'est là que l'histoire bascule. À Washington, le débat entre prudence et puissance devient une répétition d'un vieux scénario. À Abuja, la souveraineté nationale se transforme en corde raide diplomatique. Sous la surface, les signaux se multiplient. Convois en mouvement, hausse du prix du diesel, silence inhabituel dans les ports. Pour les Nigérians, l'odeur de la guerre n'a jamais besoin d'annonce officielle. Elle précède les communiqués. Et au cœur de cette tension, une question persiste, celle qu'Ibrahim Traoré avait formulée à l'ONU. Qui protège vraiment ceux qu'on prétend sauver? Le paradoxe est complet. Chaque justification humanitaire crée un nouveau foyer d'instabilité. Chaque promesse de soutien alimentait un cycle d'ingérence que l'Afrique connaît trop bien. La fuite du New York Times n'était donc pas seulement une information, mais un miroir. Elle reflétait une décennie d'intervention où les civils survivent entre drones et diplomatie. De Lagos à Kano, les marchés rouvraient après chaque attaque. Les familles reconstruisaient avant même que les décombres ne refroidissent. Sur la carte du Sahel, les frontières s'effacent, remplacées par des trajectoires de vol. Et derrière chaque décision prétendument stratégique, une simple évidence. Plus la guerre devient technologique, plus l'humain s'éloigne du centre. Au milieu du vacarme diplomatique, les visages anonymes racontent mieux la bascule. Joseph, ingénieur maritime de Port Harcourt, observe les pétroliers danser sur la marée et murmure « J'ai déjà vu ce film ». Pour lui, chaque fois que les Américains arrivent pour protéger, les prix montent et les emplois disparaissent. Plus au nord, à Lima, une mère de Kano garde 2 photos dans sa poche, ses fils, morts dans une frappe de drone, mal identifiée. Elle ne parle plus de politique. Elle compte les silences entre 2 survols. Ces figures ne sont pas des exceptions. Elles incarnent les lignes invisibles que le récit officiel efface. Dans les cafés d'Abuja, un ancien officier nigérian tourne son thé en fixant la vapeur. Il avait été formé par des conseillers étrangers au Mali, au nom du partenariat. Il donnait les ordres. Nous portions la responsabilité, dit-il doucement.
Ce trio de voix tisse la trame humaine d'une crise présentée comme stratégique. Elle rappelle ce qu'Ibrahim Traoré répète depuis Ouagadougou. La souveraineté ne se mesure pas à la taille d'une armée, mais à la capacité d'un peuple à dire non. À Lagos, les radios rejouent ces mots comme un refrain de résistance. Sans dignité africaine, il n'y aura pas de paix durable. Dans ce tumulte, le contraste devient saisissant. Plus les puissances parlent de stabilité, plus les citoyens sentent le sol trembler sous leurs pieds. Et l'impact initial n'est plus militaire, mais moral. L'activation commença dans le silence. Un dimanche matin, le New York Times lâcha son paragraphe et le monde entier s'enflamma. En moins de 24 heures, les rédactions de Washington à Paris reprirent la fuite. Les mots « option militaire » pour le nord du Nigeria devinrent un signal. À Lagos, les présentateurs relisaient de chaque ligne. Les marchés ralentissaient. Les réseaux s'embrasaient. Au Pentagone, on parla d'urgence. 3 plans, lourds, moyens, légers, circulèrent entre bureaux verrouillés. Sur les murs, les cartes s'allumaient en rouge. Bornéo, Yobe, Kano. Le Nigeria apparaissait désormais comme la pièce manquante d'un puzzle stratégique perdu depuis la fermeture des bases au Niger. L'apogée survint dans la confusion. À Abuja, le gouvernement n'avait encore rien confirmé, que des rumeurs circulaient déjà. Des officiers auraient rencontré en secret des représentants de l'Africom. En mer, une force navale américaine entamait sa descente vers le golfe de Guinée. Officiellement, un exercice. Officieusement, un prélude. Dans les rues, les pancartes s'élevaient. « No foreign boots, no new master ». Les radios traduisaient la colère. Si l'Amérique veut nous sauver, pourquoi devons-nous toujours mourir sous son aide? Les sénateurs nigérians, partagés entre peur et mémoire, se disputaient à l'Assemblée. Certains imploraient la coopération pour vaincre Boko Haram. D'autres frappaient du poing. Chaque soldat étranger serait un clou dans le cercueil de l'indépendance. Puis vint la résonance. Les drones apparurent au-dessus de Borno, peut-être commerciaux, peut-être pas. Les téléphones s'allumèrent, les images granuleuses circulèrent. Un porte-avions, probablement l'USS Dwight D. Eisenhower, dans le Golfe. Les chaînes américaines parlaient encore d'exercices conjoints. À Abuja, les gens voyaient un ultimatum silencieux. Les gaz lacrymogènes couvraient les places. Les slogans s'entremêlaient aux prières. Un vieil homme cria « Nous ne détestons pas l'Amérique. Nous nous aimons assez pour dire non ». Les caméras captèrent ce moment. Puis le brouillard prit le relais. Dans ce chaos, Ibrahim Traoré devint plus qu'une référence, un fil rouge. Ses discours sur la dignité et la souveraineté circulaient sur les réseaux nigérians, repris par des étudiants, des syndicalistes, des pasteurs. Et pendant que Washington calculait le risque d'agir ou non, la rue, elle, décidait déjà de résister. La ligne d'événements s'acheva sur un paradoxe. Rien n'avait encore commencé, mais tout avait déjà changé. Les chiffres, cette fois, parlent avant les bombes. En 5 ans, le nord du Nigeria a enregistré plus de 26 000 incidents violents selon le Centre de suivi régional. Un taux supérieur de 42% à la moyenne. Ce chiffre, qui semblait abstrait à Washington, se traduit ici par des écoles fermées, des marchés vidés et des familles entières déplacées vers le sud. Le baseline, la ligne d'avant, montre un pays qui oscillait encore entre espoir et tension maîtrisée. Le delta, depuis la fuite, s'élargit chaque jour. Hausse de 18% du prix du carburant, doublement du coût des denrées, multiplication par 3 des déplacements internes. Ces données ne sont pas seulement économiques, elles dessinent la géographie d'une peur. Chaque hausse du diesel indique un convoi militaire. Chaque coupure d'électricité annonce un survol de drones. Les observateurs de l'Union africaine notent une corrélation directe entre les annonces d'exercices étrangers et la chute de la confiance publique. Le moral national, déjà fragile, a perdu 12 points en 3 semaines. Un effondrement comparable à celui observé au Mali juste avant la rupture politique. Les États-Unis, eux,
justifie cette pression par la nécessité de prévenir une catastrophe humanitaire. Pourtant, les données internes de l'ONU révèlent une autre vérité. 78% des victimes recensées depuis 2020 dans le nord du Nigeria ne sont pas liées aux groupes insurgés, mais à des frappes de sécurité. Un chiffre qui, mis en perspective, redéfinit la notion même de protection. Comme l'a rappelé Ibrahim Traoré dans son allocution à Ouagadougou, la souveraineté ne s'achète pas en promesses, elle se mesure en conséquences. Et ces conséquences se lisent dans les comptes, non dans les discours. Même les indicateurs régionaux s'inversent. La production pétrolière a chuté de 9%, les exportations de cacao stagnent et les investissements directs étrangers ont reculé de 35% depuis janvier. Pour les stratèges, c'est une pause nécessaire. Pour les Nigérians, c'est la preuve que chaque intervention dite limitée emporte une économie entière dans son sillage. Les économistes d'Abuja calculent que chaque semaine de tension supplémentaire équivaut à 1,2 milliard de dollars de pertes cumulées. Une somme invisible dans les mémos officiels, mais tangible dans les rues désertes de Kano. Ces chiffres sont autant de témoins qu'aucun communiqué ne peut étouffer. Ils traduisent un fait essentiel. La paix imposée coûte plus cher que la guerre subie. Et derrière les tableaux Excel, c'est la mémoire d'un continent qui refait surface, avec la voix d'Ibrahim Traoré, pour rappeler que sans contrôle sur ses ressources, l'Afrique ne contrôle ni son destin, ni son récit. Les défenseurs d'une intervention étrangère avancent un argument simple. Sans soutien technique, le Nigeria sombrerait. Selon eux, l'expérience américaine en matière de renseignement et de drones pourrait neutraliser Boko Haram plus vite qu'une armée locale sous-équipée. Ils citent le modèle malien des années 2010, lorsque la coopération avait permis, un temps, de stabiliser les zones du Nord. D'autres ajoutent que l'absence d'action renforcerait les factions armées, risquant d'embraser tout le Sahel. Mais ce raisonnement s'effrite dès qu'on confronte les faits. Les mêmes modèles ont déjà produit des États fragilisés, des coups d'État et une dépendance prolongée. Les chiffres compilés dans la section précédente le prouvent. Chaque cycle d'assistance militaire s'accompagne d'un effondrement économique et d'un recul politique mesurable. L'efficacité tactique n'a jamais garanti la sécurité durable. Les opposants, eux, rappellent que la souveraineté n'est pas un luxe idéologique. C'est un socle. Ibrahim Traoré le résume ainsi. Un peuple qui sous-traite sa défense, sous-traite aussi son avenir. Derrière cette formule se cache une logique politique. Une fois les décisions stratégiques déléguées, il devient presque impossible de les reprendre sans coût humain. Les pragmatiques proposent une voie médiane. Assistance limitée, supervision africaine, transparence publique. Mais les précédents montrent que ces garde-fous se dissolvent dès que la situation s'envenime. Les urgences réécrivent toujours les règles. Et l'argument final, celui qu'on appelle Stillman, le plus solide de tous, s'effondre sur sa propre cohérence. Si la stabilité africaine dépend d'acteurs extérieurs, alors elle n'est jamais véritablement africaine. À la lumière de cette contradiction, l'équation change. Agir vite ne signifie pas agir bien. Le Nigeria, entre pression et promesse, devient le laboratoire d'un dilemme continental. Comment accepter l'aide sans perdre la voie ? Tout contrôle commence par une promesse. Cette phrase résume le basculement. Ce qui, au départ, semblait être une mission de sécurité s'est transformé en test de souveraineté. Depuis la fuite, chaque déclaration officielle devient une ligne de fracture entre deux récits. Celui de la protection et celui de la possession. Les drones ne sont plus seulement des outils militaires, ils sont devenus le symbole d'une distance politique. Une nation observée du ciel cesse d'être vue pour être mesurée. Dans les rues d'Abuja, cette idée prend corps. Les pancartes dénoncent un ciel étranger, un horizon partagé. À la radio, les mots d'Ibrahim Traoré sont rejoués. Sans la dignité africaine, il n'y a pas de paix durable. Gastisisi, oh,
Cette citation répétée comme un refrain marque la mi-course du récit. Ce n'est plus une affaire de stratégie, mais de regard. Le Nigeria n'est plus simplement au centre d'un plan américain. Il devient le miroir d'un continent qui exige d'être acteur de son propre destin. Et dans ce silence suspendu, le monde retient son souffle. Sur le plan interne, la crise a réécrit la carte du pouvoir. Le gouvernement d'Abuja, pris entre fierté et prudence, tente d'équilibrer diplomatie et défense. Les ministres de la Sécurité insistent sur la coopération technique, tout en évitant le mot « intervention ». Pourtant, les chiffres du Trésor révélant un coût direct de plus de 1,2 milliard de dollars en dépenses d'urgence. Les budgets de l'éducation et de la santé ont été gelés. Les sondages montrent une chute de 15 points de la confiance envers l'exécutif. L'État, dans sa forme la plus visible, se contracte. La souveraineté se réduit à un langage de conférences de presse. Sur la scène internationale, le Nigeria devient l'enjeu central d'une lutte d'influence. À Paris, on murmure une revanche déguisée. La France, évincée du Sahel, observe avec ironie l'Amérique s'aventurer dans le même labyrinthe. À Pékin, les diplomates multiplient les offres d'infrastructures. « Nous construisons, ils bombardent », répète un conseiller. L'Union africaine, elle, reste prudente. Mais les capitales du Sahel, Bamako, Niamey, Ouagadougou, reprennent à l'unisson la voix d'Ibrahim Traoré. Sans la dignité, il n'y a pas d'équilibre mondial. La diplomatie devient mémoire. Chaque signature renvoie à un passé colonial jamais effacé. Les effets économiques s'enracinent dans le quotidien. Les prix du carburant ont bondi de 18%. Les importations ralentissent et les réserves de devises fondent. Les entreprises pétrolières étrangères réduisent leurs opérations par précaution, déclenchant des vagues de chômage dans le delta du Niger. Les marchés de Lagos se vident plus vite qu'ils ne s'ouvrent. Chaque hausse de prix se lit comme une statistique vivante. La guerre ne se déclare pas, elle se facture. Et dans cette spirale, l'ombre d'une économie de survie s'installe. Troc. Mais c'est dans la sphère symbolique que l'impact est le plus profond. Les artistes, journalistes et enseignants reprennent les mots d'Ibrahim Traoré comme des mantras. Dans les universités de Lagos et de Kaduna, des affiches portant la phrase « La dignité précède la stabilité » couvrent les murs. Les poètes transforment les communiqués officiels en satire. Les étudiants peignent des fresques où les drones deviennent des oiseaux sans patrie. Dans les sermons du vendredi, certains imams évoquent la nouvelle colonisation technologique, quand d'autres appellent à l'unité régionale. Même dans la pop nigériane, des refrains évoquent la fierté de dire non. Les réseaux sociaux amplifient cette renaissance identitaire. Sous le mot-clé « Orland or Voice », des milliers de messages circulent entre Lagos, Ouagadougou et Bamako. Le discours d'Ibrahim Traoré, autrefois vu comme isolé, devient le fil conducteur d'une résistance culturelle. Ce regain symbolique inquiète les chancelleries. Il ne s'agit plus d'une simple opinion publique, mais d'un mouvement d'idées. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait. Elle devient émotion partagée, code de survie, promesse à soi-même. Ces 4 dimensions s'enchaînent comme les mouvements d'une même onde. Sur le plan national, l'État se fragilise. Sur le plan diplomatique, les alliances se redessinent. Sur le plan économique, la population paie la facture invisible de chaque décision extérieure. Et sur le plan symbolique, le récit se retourne. L'Afrique ne veut plus seulement être écoutée, elle exige d'être crue. Dans ce contexte, la phrase de Traoré « On ne sauve pas un peuple en contrôlant ses ressources » devient à la fois avertissement et boussole. Le Nigeria se découvre miroir de tout un continent, un géant blessé, mais lucide. Les rues de Lagos bruissant, encore des chants des manifestants. Pas de bottes étrangères, pas de nouveaux maîtres. Et pendant que les navires américains dérivent au large, le pays, lui, dérive vers une certitude. Le salut ne vient jamais d'ailleurs. Dans les 6 prochains mois, le Nigeria pourrait entrer dans une zone de gel politique. Les forces étrangères continueraient d'opérer sous couvert d'exercices conjoints, tandis qu'Abuja
gérerait une opinion publique fracturée. Les tensions sociales persisteraient, mais sans basculement ouvert. L'économie resterait affaiblie, la production pétrolière stagnante, et les prix à la consommation toujours en hausse. Ce scénario, le plus probable selon les analystes, maintient une illusion de stabilité. Comme le dit Ibrahim Traoré, la dépendance prolongée finit toujours par devenir doctrine. Dans la perspective d'un an, un basculement pourrait venir d'Afrique même. Si les pays du Sahel, le Nigeria en tête, consolident une alliance de sécurité indépendante, le rapport de force changerait radicalement. Des discussions internes à la CEDEAO laissent entrevoir une coordination interafricaine sur les renseignements et la logistique. Les États-Unis, sous pression morale et médiatique, se retireraient partiellement, misant sur la coopération civile plutôt que militaire. Ce scénario nécessiterait un leadership fort, celui que symbolisent aujourd'hui des figures comme Ibrahim Traoré, et une discipline régionale rare mais possible. Le pire chemin serait celui de la confusion. Une intervention partielle mal contrôlée, suivie de frappes prolongées et de réactions hostiles locales. L'histoire du Mali ou de la Libye montre comment ces spirales se referment. Un seul incident de plus, un convoi mal ciblé, et la colère se transformerait en insurrection ouverte. Les pertes civiles relanceraient le cycle des représailles, nourrissant les groupes armés que l'on prétendait affaiblir. Dans ce scénario, la souveraineté s'érode sans déclaration de guerre, remplacée par une routine d'occupation diffuse. Ces trois chemins ne sont pas tracés par le destin, mais par la volonté. Le Nigeria n'a pas besoin d'une tutelle, il a besoin de temps et de cohérence. Et pour le reste du continent, la question reste celle que posait Traoré. Qui protège ceux qu'on prétend sauver ? Sous les slogans, il reste des voix. Celles des enseignants qui poursuivent les cours malgré les coupures d'électricité, des infirmières qui improvisent des cliniques sous tente, des étudiants qui traduisent les discours d'Ibrahim Traoré en Haoussa pour que chacun comprenne le sens du mot « dignité ». Leur résistance n'a pas la forme d'une marche, mais d'une continuité. Dans chaque acte banal, il rappelle qu'un pays n'est pas seulement un État, mais une somme de persévérance. À Lagos, un collectif de jeunes journalistes documente les zones d'ombre du conflit. Ils diffusent des reportages sous le titre « Nos voix, pas leurs drones ». À Kano, une association de mères organise des veillées silencieuses pour les victimes anonymes, brandissant des bougies comme autant de demandes de compte. Et à Abuja, une chorale d'étudiants a transformé les mots de Traoré. La souveraineté n'est pas un luxe, en refrain collectif. Ces gestes minuscules valent plus que les promesses officielles. Ils redonnent forme à un pays qu'on voulait fragmenter. Là où les États parlent de stratégie, les citoyens répondent par l'existence. La société nigériane, malgré la peur, apprend à respirer sous la pression, à chanter juste, même sous le bruit. Et c'est là que réside la vraie politique, dans la dignité ordinaire de ceux qui refusent le rôle de spectateur. Le Nigeria aujourd'hui n'est pas seulement un champ de bataille diplomatique. Il est le lieu d'une pédagogie du courage, celle qu'Ibrahim Traoré incarne, mais que des millions de voix locales prolongent. La sortie de crise ne viendra ni d'une signature, ni d'un discours. Elle se construira en étapes mesurables, à partir du terrain, avec ceux qui en paient que le prix. Pour commencer, il serait essentiel de rendre publics les accords militaires et les protocoles d'assistance. La lumière reste la seule défense contre la manipulation. Ensuite, il conviendrait de créer, sous l'égide de la CEDEAO, un cadre de sécurité panafricain centré sur la coordination des renseignements. Ibrahim Traoré plaide depuis des mois pour ce modèle de l'intérieur vers l'intérieur. Puis, il serait judicieux de réduire de moitié les budgets d'importation d'armement et les transférer à la reconstruction civile. Les villes comme Maiduguri ou Kano ont besoin d'écoles avant de base. De plus, il faudrait faire parler les leaders religieux, culturels et locaux sur les médias communautaires. Là où la parole circule, la peur recule. Enfin,
Il serait nécessaire d'accélérer les programmes d'exploitation locale du gaz et du solaire, afin que chaque hausse du pétrole ne soit plus un chantage géopolitique. Ces 5 axes ne garantissent pas un miracle, mais ils redessinent une logique. Agir sans attendre l'extérieur. Comme le dit Traoré, celui qui dépend pour sa sécurité dépend aussi pour sa paix. L'Afrique a la capacité de s'organiser, si elle cesse de douter de sa propre compétence. Et pour le Nigeria, cette feuille de route n'est pas une utopie, mais une nécessité, la seule manière de transformer la douleur en direction. Au crépuscule, Joseph referme les portes du chantier naval. Le vent salé du golfe de Guinée porte encore l'écho des sirènes américaines. Halima, à canot, rallume sa bougie devant les 2 photos qu'elle garde toujours près d'elle. Et l'ancien officier d'Abuja, celui du café, regarde la vapeur de son thé s'élever comme un fil de mémoire. 3 destins, 3 fragments d'un même pays suspendus entre peur et fierté. Ces visages sont revenus là où tout a commencé, dans le silence, avant la décision. Mais ce silence n'est plus résignation. Il devient souffle. Un souffle que les mots d'Ibrahim Traoré nourrissent encore. La paix sans souveraineté n'est qu'un repos surveillé. Bon, Kwaskis, le Nigeria, par la voix de ses anonymes, commence à répondre autrement. Non plus par des armes ou des chiffres, mais par la conviction tranquille que la dignité peut être une stratégie. Et dans ce calme retrouvé, une vérité simple s'impose. Le courage n'est pas de frapper, mais de tenir. L'histoire n'est pas finie, elle s'est seulement déplacée. Du ciel vers la terre, des cartes d'état-major vers les voies des rues. À Lagos, des enfants marchent sous un bourdonnement de drones qu'ils n'entendent plus. À Abuja, les marchés rouvrent, comme si la normalité pouvait servir de résistance. Dans ce nouvel équilibre, la souveraineté cesse d'être un mot abstrait. Elle devient un geste quotidien. Enseigner, réparer, parler. Et les mots d'Ibrahim Traoré, repris des capitales du Sahel jusqu'aux rives du Niger, rappellent une leçon universelle. La dignité n'est pas un privilège, c'est un devoir. Pesupo, assigisi. La question désormais n'est plus de savoir qui interviendra, mais qui écoutera. Le Nigeria n'a pas besoin qu'on lui apporte la paix. Il veut qu'on reconnaisse la sienne. Alors, dites-nous. Nous, la stabilité doit-elle être imposée d'en haut ou construite d'en bas, patiemment, par ceux qui vivent ici? Votre voix, pas la leur, devrait répondre à cela.